Il aime ses enfants, Baptiste et Anna. Il aime remonter les rivières, découvrir les paysages, rencontrer les gens. Il aime la musique, les goûts très éclectiques. Il aime comprendre et analyser les personnes. Il aime les relations, les logiques du temps, de notre temps. Il aime l'astrophysique et l'histoire de notre univers. Il aime la sensibilité du vivant et les relations amoureuses aussi. Bonjour Patrice. Bonjour Thérèse. Alors je suis vraiment très heureuse de te rencontrer pour la première fois ici à Paris alors que tu vis près de Lyon. J'ai vu un petit post sur LinkedIn qui parlait de la sortie de ton nouveau livre, un livre qui a pour titre « Les 4 piliers de l'amour ». Et je me suis dit, tiens, un homme qui nous parle d'amour, c'est assez rare. Je vais te dire franchement ce que j'ai pensé quand j'ai vu ton post. Et je me dis, alors là, il faut absolument que je le rencontre dans le cadre du podcast Love Care. Je te cache pas que je trouve que c'est un milieu très, très féminin. Est-ce que tu es d'accord quand je dis que c'est un milieu très féminin ? Oui, je suis d'accord. Enfin, en même temps, tu sais, je suis psychologue. Et donc, je suis aussi habitué à évoluer dans un milieu très féminin, puisque dès les bancs de la fac, il y a quand même une majorité d'étudiantes, plus que d'étudiants. Et puis, quand on est psychologue aussi, il y a une majorité de psychologues femmes et non psychologues hommes. Et c'est vrai que toutes ces questions-là touchent facilement la sensibilité féminine. Je pense aussi la sensibilité masculine, bien qu'elle soit souvent un peu plus en retrait, quoi. Mais voilà. Quant à ce sujet-là, pour ma part, quand j'étais en première année de psycho, donc il y a fort longtemps, c'était en 89-90, ça a été mon premier sujet de dossier. Ça portait sur l'identité de l'amoureux. Moi, j'étais très amoureux à l'époque. Et du coup, c'était la seule question qui m'intéressait vraiment, en fait, au début de mes études. Et de me dire, tiens, qu'est-ce que venait changer le sentiment amoureux à notre façon de nous définir, d'être avec les autres, tout ça. Donc, moi, c'est une question qui m'a toujours préoccupé. Et occupé. et donc, voilà ce que je peux te répondre dans un premier temps. Ça veut dire que tu sors de ton lycée et tout de suite tu commences à faire des études de psycho. Tu peux nous partager un peu ton parcours déjà? Comment est-ce qu'on arrive à aujourd'hui écrire un livre sur les relations d'amour? Quel est un peu ton parcours? Alors mon parcours, oui, j'ai commencé la fac à la sortie du lycée. J'ai fait des études à rallonge parce que j'étais assez perfectionniste. Et puis très honnêtement, je pense qu'à un moment, je me sentais pas encore prêt pour être psychologue étant jeune. J'avais besoin de m'expérimenter sur d'autres choses. Donc en fait, moi, mon parcours a été fait de plein d'expériences différentes. J'ai toujours travaillé pendant mes études. J'ai été surveillant d'externat pendant quelques années. Puis j'avais interrompu mes études. Je suis parti voyager. Je suis parti jusqu'en Inde par voie de terre et de mer. Et au retour de voyage, je me suis dit, je vais reprendre la fac. Voilà. Parce que c'est ce qui me semblait en fait le plus me correspondre que de savoir écouter l'autre et voilà, d'être dans cette compréhension. Et du coup, j'ai repris mes études. J'ai continué de travailler à côté. J'ai été auxiliaire de vie pendant un an. J'ai été veilleur de nuit dans une MEX, donc un foyer pour enfants. Et puis ensuite, je suis sorti avec le diplôme de psychologue clinicien et j'ai commencé à travailler dans la protection de l'enfance. Puis ensuite dans un service d'addictologie. Puis ensuite, j'ai monté mon cabinet en libéral et mon temps s'est réparti en 2 versants. Une partie de consultation individuelle et une partie où je faisais ce qu'on appelle de l'aide à la pratique professionnelle, donc rencontrer les équipes de professionnels et venir discuter avec elles des situations qu'elles rencontrent, tout ça. Donc ça a été une pan de mon expérience qui est assez ample puisque j'ai été auprès d'une 50aine d'équipes comme ça. À côté de ça, j'ai commencé aussi à donner des formations pour des centres de formation. En 2011, j'ai commencé avec l'association Sésame qui fait de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les collèges et les lycées. Ce qui m'interpelle dans ton parcours, c'est que quand on est psychologue, il ne suffit pas juste d'étudier la psychologie, c'est que tu as voulu aussi avoir ces expériences de terrain, de grandir en maturité au travers d'expériences diverses, variées, même comme des voyages. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast et qui ont envie de faire ces métiers du love care ou prendre soin des relations d'amour. Et je trouve que dans ton témoignage, tu rappelles bien à quel point c'est aussi comment est-ce qu'on va être traversé par nos expériences pour pouvoir après parler de ces sujets-là.
Donc déjà, waouh, quel parcours, c'est impressionnant tout ce que tu as fait. Et donc, tu termines là sur ton témoignage en parlant du fait que tu interviens en milieu scolaire pour parler d'amour et de sexualité aux jeunes. Pas tout à fait, hein. Moi, j'interviens pour les personnes qui interviennent dans le milieu scolaire. Moi, je suis plutôt en supervision pour elles. D'accord, ouais, merci pour cette précision. Et alors, c'est là que tu t'es dit, il faut que j'écrive sur ce sujet de l'amour. Comment t'es venue cette idée du livre avec ce livre qui a pour but d'expliquer les différents piliers d'amour? Comment ça t'est venu? Lors d'un séminaire, un soir, je me pose la question de comment représenter les choses au mieux. J'avais tout un topo pour parler des différentes formes de relations. Et puis un soir, l'idée m'est venue de présenter ça sous la forme de sphères différentes qui s'imbriquent les unes les autres. Donc c'est comme ça qu'est venue la première idée de sphère, de relation. Et ensuite, en fait, est venu le confinement. Et j'ai profité du confinement pour écrire ce livre-là. Je l'ai très vite écrit, en 2 mois il était écrit. Par contre, j'ai mis 3 ans à le réécrire pour le peaufiner, pour venir ajouter des choses que je vois aussi dans ma clinique, dans les relations avec des personnes avec qui je suis, tout ça, pour vraiment l'étoffer et qu'il puisse parler à tout le monde en fait. Et alors, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde au travers de ce livre? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Alors, ce que j'ai envie de dire au monde, c'est surtout que j'ai envie de permettre à chacune et chacun de pouvoir un peu repérer et analyser des fois aussi leurs relations, parce que bien souvent, en fait, tu vois, on insiste beaucoup, par exemple, dans l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, sur une forme de prévention des dangers qui seraient liés à la sexualité. Moi, ça me semble assez minoritaire, ça. Je pense que les peines, c'est plus des peines du cœur. Et donc, c'est important pour moi de venir aider chacune et chacun à repérer, tiens, ma relation, dans quelle dynamique je suis, quelles sont mes attentes, est-ce que mes attentes sont à peu près en phase avec les attentes de l'autre ou pas. Et du coup, de pouvoir vraiment que chacune et chacun puisse se comprendre et comprendre son partenaire ou sa partenaire de façon la plus ajustée possible. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les clés ou les repères que tu donnerais pour comprendre la dynamique amoureuse dans laquelle on est? Alors, dans laquelle on est, c'est large, ça. Alors, les clés, c'est que, en fait, moi, ce que je donne, c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Les 4 piliers de l'amour ». C'est parce que, pour moi, les relations vont être basées sur des logiques qui regroupent nos besoins, d'autres, nos envies, d'autres vont être davantage sur le désir, et il y a aussi une forme d'amour qui va au-delà du désir, qui va au-delà de nos besoins. On peut aimer une personne sans avoir un besoin, mais c'est juste comme ça, c'est un sentiment qu'on aura pour une personne. Et je pense que c'est intéressant de venir repérer un petit peu tout ça. Sinon, on fait des fréquentes confusions, et plus on fait de confusion, moins bien on vit les choses, en fait, puisque du coup, on est dans l'incompréhension. Oui, parce que donc, c'est intéressant. Donc, tu fais une distinction entre besoin, envie, désir et amour. Et c'est vrai que ces 4 mots-là, en général, on les confond. On a l'impression que l'amour serait l'ensemble de besoins, envie et désir. Ça m'intéresse vraiment de savoir quelle est la distinction que toi tu fais. Comment est-ce qu'on peut savoir si la relation elle est basée plus sur un besoin, envie et désir? Et puis même, est-ce que, même quand tu le dis comme ça, besoin, envie, désir, amour, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Genre, est-ce que ce serait mieux des relations d'amour plus que de besoin? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a du mieux ou du moins bien? Alors, c'est pas la question du mieux ou du moins bien, c'est la question que chaque logique nous amène dans des endroits différents. À la base, enfin pour moi, une relation devrait tout inclure. Et de façon que l'amour, en fait, peut tout inclure, voire aller au-delà des besoins, des envies, du désir. Mais c'est donc plus la question de niveau de conscience différent qu'on va avoir dans la relation. Pour être simple, les besoins, pour moi, ça touche la question... souvent, les besoins, en fait, ils sont marqués par 2 logiques, qui sont des logiques d'être nourri dans la relation et de se sentir en sécurité. Quand les besoins ne sont pas présents, en fait, que la relation ne répond pas à ses besoins primordiaux, tout de suite, la relation va choper. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire être nourri dans une relation? Alors, être nourri, nous sommes un corps, un cœur et un cerveau, une tête. Et du coup, généralement, il faut que la relation nous nourrisse à ces 3 endroits. On a besoin d'être nourri affectivement.
On a besoin d'être nourri physiquement, sensoriellement, et qu'il y ait aussi une certaine entente intellectuelle ou cérébrale pour que la relation nous nourrisse. Si la relation ne nous nourrit que sur un des 3 plans, c'est un peu en carence en fait. On sent que très bien, on sera bien avec la personne physiquement, on est bien dans les bras l'un de l'autre, c'est très bien, ça marche, ça fait un cocon, mais si à côté de ça on n'a rien à se dire, bon, ça va pêcher un peu. Donc la relation a toujours besoin de nous sentir qu'il y a un potentiel en fait d'entente à ces 3 niveaux. Attends, c'est hyper important ce que tu dis là, parce que moi j'ai souvent la question, on s'entend très bien par exemple intellectuellement, on peut être amoureux, mais on n'est pas nourri par exemple sur la dimension sexuelle. Est-ce que c'est grave s'il y a un des niveaux qui n'est pas nourri? Je reprendrai le terme, c'est pas une question de grave, c'est une question que ça laisse encore un endroit en carence, quoi. Et que forcément, cette carence-là va ressortir à un moment et ça sera insatisfaisant. La question des besoins, c'est quand même souvent aussi à cet endroit-là que se nourrissent les notions d'attachement, les sentiments d'attachement. Donc, et les sentiments d'attachement, a priori, ils vont plutôt dans la durée. Si une relation dans la durée est en carence sur très bien, on s'entend super bien, je vais prendre l'exemple d'une relation amicale. Avec tes amis, tu peux être sur une super entente. Vous vous comprenez bien, vous rigolez ensemble, tout se passe au mieux. Il peut même y avoir une tendresse, une affection, et ça va très très bien. Bon, l'amitié perdure comme ça, parce que justement, en fait, il y a pas trop, on va pas trop sur le corps à corps, et du coup, ça fonctionne. Quand on est dans un couple, s'il n'y a pas d'intimité physique, ou si l'intimité physique est en défaut, ça vient remettre une distance à l'endroit où on a essayé d'être dans un rapproché. Donc du coup, effectivement, ça va coincer un peu. Alors j'entends que ça peut coincer, il peut y avoir des carences si on n'est pas nourri sur ces 3 dimensions. Quand tu parles aussi au niveau des besoins de la sécurité, comment est-ce que je sais que je me sens en sécurité dans une relation? Ça veut dire quoi pour toi? Alors le sentiment de sécurité, il ne peut venir que si tu te sens pas, si tu te sens dans une relation à égalité, que si tu te sens dans une relation où on peut se dire les choses, où on ose se dire les choses, et où tu vas oser déplaire. Si tu ne dis pas les choses parce que tu as peur de déplaire, pour moi, la sécurité, ça veut dire qu'elle est en faillite. Il y a une faille. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est comment est-ce que j'ose dire les choses, j'ose être moi-même. Et si je n'ose pas être moi-même, alors ça veut dire qu'il y a un défaut de sécurité. Au moins, c'est clair. J'aime bien ce critère-là. Est-ce que j'ose dire les choses? Et surtout, cette peur de déplaire, en fait. Et souvent, on n'ose pas dire les choses parce qu'on aurait peur que ça vienne briser le lien. Et si j'ai peur de ne plus être en lien parce que je ne sais pas ce que je serais sans être en lien, c'est là que finalement, je vais être dans ces relations qui vont être aussi tout à fait bancales. Donc, c'est un bon critère. Et puis, je pense à s'appliquer à nous, adultes, mais aussi pour les jeunes qu'on rencontre, nos propres enfants ou ceux qu'on rencontre dans le cadre, je sais pas, associatif ou scolaire. Ça, c'est au niveau des besoins. Ok, je comprends bien. Donc, on a parlé à la fois de sécurité et d'être nourri dans le lien. L'envie, comment tu définirais l'envie? Alors, les envies, moi, je les distingue. En fait, ça, c'est un petit peu ma nouveauté. Parce que généralement, en fait, les envies, on en parle assez peu. On les confond beaucoup avec le désir. Et moi, j'en fais une chose à part, en fait. Pourquoi? Parce que pour moi, les envies se distinguent des besoins dans le sens où un besoin, on va dire que si une relation qui fonctionne bien, qui correspond bien à nos besoins, c'est une relation dans laquelle ça fait un cocon. On est bien, c'est doux, c'est tendre, il y a de la compréhension, il y a un sentiment de protection, de sécurité, ça fonctionne, c'est bien. Et puis ça peut bien fonctionner au quotidien. Mais sauf que ça ne suffit pas. On aura toujours des envies d'autre chose. On aura toujours des envies d'explorer. On aura toujours des envies de découvrir d'autres choses. Et on aura aussi des envies propres, personnelles, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir se présenter au monde, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une part de nos envies qui ne peut pas rester uniquement au sein de la relation. Donc, c'est la question des envies, c'est comment est-ce que aussi une relation va permettre à chacun d'aller explorer les pans qui l'attirent, en fait.
et comment est-ce que ça va se conjuguer. Après, certaines relations vont être uniquement sous le mode des envies. Et pourquoi? Alors là aussi, il y a un autre critère qu'il faut avoir en tête, il me semble, c'est que dans les besoins, l'enjeu, c'est d'être plutôt confort. Dans les envies, la question, c'est pas d'être simplement confortable, c'est d'avoir une aisance. Et l'aisance, c'est un plus. Quand tu es dans des envies, quelle est ta quête première? C'est celle de ton plaisir. Et tu vas dire, tiens, ça me fait envie. Et qu'est-ce qui va te faire envie là-dedans? C'est qu'en fait, c'est porté par ton attirance et par un plaisir que tu attendrais de telle ou telle chose. Je comprends ta définition, mais concrètement, je suis en relation avec une personne. Comment est-ce que je sais si elle répond à mes envies? La question, c'est est-ce que vous allez être dans une entente et dans des envies communes? Si effectivement ce ne sont que tes envies personnelles, qu'en gros tu es avec la personne, ça se passe bien, mais que dès que toi, ce qui te tient à cœur, ce qui t'attire, ainsi de suite, tu ne pourrais le jouer que personnellement, bon, très bien, chacun peut avoir son monde, sa sphère, mais ça voudrait dire qu'il manquerait quand même dans la relation un point de partage des envies. Et on peut voir beaucoup de relations comme ça, où finalement les personnes se retrouvent et ont une vie commune, mais ne partagent pas grand-chose. Dans les centres d'intérêt, dans leurs envies de partager telle ou telle chose, de découvrir telle ou telle chose. Donc souvent, quand même, une relation, pour moi, elle a besoin d'être nourrie aussi de ça. Et du coup, les envies nous nourrissent aussi, parce qu'en fait, ça nous nourrit l'endroit où on vient se rapprocher pour tout simplement dans nos partages, quoi. Mais Patrice, les envies, ça peut bouger, ça peut changer avec le temps. On n'a pas les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et donc, quand on rencontre une personne à un moment précis de notre histoire, on peut se rendre compte qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, on n'a plus les mêmes envies. Et dans ce cas-là, le couple est menacé. Enfin, est menacé. On n'a peut-être plus envie on peut plus rester ensemble alors. Alors ça, c'est possible, oui. On évolue. On peut évoluer un peu dans la même voie. Et puis on peut s'apercevoir que notre évolution à l'un et à l'autre, en fait, s'écarte de trop. Et du coup, forcément, on se distancie. Donc oui, nos envies peuvent nous amener à mettre fin à des relations quand elles sont trop différentes. Mais ça, c'est une chose, tu vois, que j'aborde en fait plus même sur le chapitre du désir. Parce que dans le chapitre du désir, je viens de dire une chose, c'est que le désir, en fait, il est composé, il a 4 composantes. Il y a mon désir pour moi-même, c'est-à-dire ce que je me souhaite. Il y a mon désir pour l'autre, mon désir avec l'autre. Et mon désir avec l'autre, c'est pas simplement mon désir pour l'autre, c'est aussi le désir que je rencontre de l'autre à mon encontre, et le désir qu'on crée ensemble, en fait. D'accord. Et de temps en temps, en fait, le désir va venir interroger sur est-ce que dans ma relation, je m'y retrouve encore sur mon désir pour moi-même. Et mon désir pour moi-même, il est toujours porté davantage par mes propres envies. Et ça, effectivement, si ça se conjugue bien avec celle de l'autre, pas de souci. Si effectivement, je sens que la relation, finalement, m'empêche petit à petit, moi, d'aller vers le chemin qui m'attire, vers ce qui me parle, ce qui me fait vibrer, à ce moment-là, oui, ça peut venir coincer dans la relation. Ce qui me vient quand je t'écoute, je me dis, mais c'est beaucoup trop compliqué, les relations d'amour. Mais pour rencontrer une personne qui répond à tes besoins, la sécurité d'être nourri, une personne avec qui tu partages des envies communes, une personne avec qui tu as des désirs, franchement, est-ce que c'est possible? Ou alors, on peut peut-être vivre ces expériences-là, mais de courte durée. Donc, l'amour qui pourrait durer au travers des années, enfin, me semble pas possible. Donc déjà, première question, est-ce que ça existe une personne avec qui on partage tout ça? Et si ça existe, est-ce que ça peut durer? Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est possible, mais c'est rare. Et la deuxième chose, quand c'est possible, est-ce que c'est durable? Oui, je pense aussi, mais pareil, c'est une histoire d'attention toute particulière. La relation, en fait, elle a besoin de se nourrir d'un dialogue permanent, avec des phases de respiration. Dans ma pensée, tu vois, je nous dis en fait, une relation, c'est l'histoire d'une respiration. De temps en temps, en fait, il y a toutes ces facettes-là dans la relation, de l'ordre de nos besoins, de nos envies, du désir.
Et il faut comprendre que la relation, en fait, elle n'est pas tout le temps au point le plus haut, mais elle va être dans une respiration. Où de temps en temps, la relation va uniquement être sur un côté un peu tranquillou d'une vie commune, qui doit être quand même apaisante et confortable, mais qui aura quand même ses points de tension. De temps en temps, une relation va se nourrir, et tu vois bien que bien souvent, dans un couple, le couple va chercher à vivre des envies communes à travers un voyage, un week-end à deux, une soirée. C'est-à-dire que les envies, c'est toujours des moments où on crée des temps à part, où on va jouer la question de nos explorations, et ainsi de suite, ensemble. Et puis, la question du désir et du sentiment amoureux, ben, lui aussi, il fluctue dans une relation. On n'est pas amoureux de la personne tous les jours de la même façon. Mais que je pense que c'est que si on sent qu'en fait, la relation va impliquer en fait, tous ces degrés-là, et qu'on va rester tranquille sur le fait que ben, voilà, la relation, elle vit, et tout ce qui est vivant respire. Et donc, quand ça respire, ben, en fait, ça a une amplitude plus ou moins importante. Et que il me semble qu'une relation peut perdurer si on veille à tous ces aspects, en fait. Je viens d'animer ce week-end un stage réservé aux célibataires pour dénouer ce qui empêche d'aimer, de se laisser aimer. Et parfois, tu vois, quand je suis face à certaines personnes qui vivent ce célibat, elles me disent mais c'est trop compliqué, en fait, d'arriver à trouver tout ça. Et est-ce que pour vivre l'aventure du couple, il ne faudrait pas accepter de renoncer en quelque sorte à une de ces dimensions, d'accepter en fait l'imperfection, d'accepter le fait que oui c'est bancal, parce qu'on le voit quand même autour de nous, la majorité des couples qui vivent ensemble n'ont pas toutes ces dimensions-là. Et est-ce qu'ils sont pas plus heureux finalement parce que ils ont accepté qu'on pouvait pas vivre à la fois besoin, envie, désir. Enfin tu vois, aussi quand on a une haute estime de la relation, on est moi, je pense qu'on peut plus facilement aussi même se séparer en disant bah voilà, ça correspond pas à ce que je voudrais. Et donc, tu vois, il y a une forme d'idéalisme qu'il faudrait pas un peu lâcher. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient un peu quand je t'entends. Toi, tu répondrais quoi à ces remarques-là ? Moi, je répondrais une chose, c'est que dans le désir, tu vois, le désir est toujours fait de deux choses. Il est toujours fait de plein de projections. Et quand tu te projettes avec quelqu'un, tu te projettes à la fois dans le temps, mais aussi tu projettes toujours plein de choses sur l'autre. Tu aimerais que l'autre soit comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Et que je pense que toute la relation, en fait, c'est de venir, non pas renoncer au désir en soi ou à certains pans, mais c'est plutôt, par contre, de venir réviser nos projections. Ne pas demander à l'autre d'être qui ou elle n'est pas. Ne pas et puis juste de mesurer en fait qu'est-ce qui nous est possible ensemble et sur quoi on se correspond, et à côté de ça de nous laisser en fait les espaces de respiration qu'on aura besoin, qui viendront aussi renourrir la relation. Mais effectivement, il ne s'agit pas de vouloir tout faire ensemble, d'être tout le temps tout unis. Pour moi, c'est plutôt ça, tu vois. Quant aux personnes, comme tu dis, qui peuvent douter de trouver tout ça dans une relation, mais moi je pense que en fait, l'enjeu c'est de sentir que une relation ça demande du temps, et que c'est plutôt, je crois, le biais qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on voudrait que les choses se fassent de façon instantanée. Tu regardes les rencontres qu'on peut faire à travers des sites de rencontres. Bon, c'est tout de suite des rencontres qui sont basées sur l'idée d'une séduction et qu'on est là pour se plaire, voire plus. Or, c'est là-dessus où des fois c'est un biais. Puisque une relation, en fait, si on est là tout de suite pour se plaire, ça veut dire que peut-être que tout de suite on va cacher plein de choses. Et puis tout ce qu'on aura mis sous le tapis va tout de suite réémerger assez rapidement dans la relation, et après on va se dire « Ah non, mais c'est décevant, il ou elle n'est pas du tout comme il se présentait ou elle se présentait. » Donc en fait, moi mon idée c'est plutôt de dire une relation ça demande du temps, et ça va demander donc une conjugaison de différents sentiments. On va du coup avoir des sentiments d'attachement pour une personne qui peuvent naître avec du temps. Ces sentiments d'attachement se conjuguent avec une attirance, et cette attirance va faire naître un désir pour l'autre, où du coup finalement cette personne-là on n'a plus envie de s'en passer. Et ensuite, dans la relation même, il y aura à veiller à ce que cette attirance
survivent, se maintiennent, et comment est-ce qu'une séduction a besoin de continuer à vivre dans la relation, et comment est-ce qu'on veillera aussi à ce que le quotidien ne plombe pas la relation, à ce que on ait toujours des temps à part, et ainsi de suite. Donc, moi je dirais surtout que le problème majeur, il me semble aujourd'hui, c'est de croire qu'une relation c'est facile. Parce que, effectivement, rencontrer quelqu'un est facile. Mais la relation, c'est tout sauf facile. C'est vrai. Prendre le temps d'accepter que c'est pas facile. C'est vrai que c'est incroyable comme c'est à contre-courant de notre société actuelle, société de consommation, celle dans laquelle on a grandi. C'est comme si on n'était pas équipé pour pouvoir vivre ce genre de relation, quoi. Parce que si on apprend à avoir tout de suite facilement, c'est compliqué, du coup, l'amour. Justement, l'amour, je voudrais qu'on termine sur ce point-là. Tu le distingues du besoin, de l'envie, du désir. C'est quoi l'amour alors pour toi ? Alors, je le distingue parce que tout simplement, tu peux aimer une personne sans avoir besoin de sa présence. Tu peux aimer une personne juste parce que tu te sens relié à elle. Tu n'as pas d'attente pour elle, vis-à-vis d'elle. Et pour moi, du coup, l'amour, c'est ça, en fait. L'amour commence par le lâcher-prise. Pourquoi ? Parce que dans le désir, il y a très peu de lâcher-prise. On veut, on souhaite, on attend. Et en même temps, quand on va vivre la relation, on va s'apercevoir que la personne ne correspondra pas toujours à nos attentes. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Et donc, ça veut dire que là, on va devoir entrer dans un lâcher-prise. J'arrête de vouloir pour accepter l'autre. Et donc ça, le lâcher-prise, il va de pair avec une écoute. De comment j'écoute l'autre, comment je m'écoute moi-même. Et comment est-ce qu'on arrête de se forcer. Donc, toutes les relations, il y a un biais dans les relations, c'est chaque fois qu'elles versent dans une relation de forçage, où on fait les choses pour faire plaisir à l'autre, où on fait les choses parce qu'il faut rester ensemble, où voilà, c'est quand le devoir prend le pas sur ce qui nous fait vibrer en fait. Pour moi, ça c'est vraiment le biais des relations. Mais quand à l'inverse, on entre sur un sentiment d'aimer l'autre, pour qui il est, pour qui elle est, ça impliquera toujours qu'on aura lâché. On va pas se faire la guerre. L'amour, c'est pour moi ce qui nous met en paix, en fait. Et ce qui nous met en paix, c'est juste de savoir écouter l'autre là où il est, là où elle est. Et que ça nous convienne. Et ça veut dire que, très bien, peut-être qu'on vivra ensemble, et peut-être pas. Mais il n'y a pas de procès à se faire. Et que c'est très différent. C'est pour ça que je distingue l'amour du désir, parce que tu vois bien que le désir peut très facilement basculer dans la détestation. Autant on s'est aimé, autant on peut venir à se détester. Pour moi, quand le désir, tu vois, on est là uniquement encore sur un sentiment amoureux qui peut basculer très facilement dans son inverse, pour moi, c'est pas vraiment de l'amour, ça. C'est un sentiment amoureux et qui vivra du coup des déceptions. L'amour, c'est autre chose. C'est qu'en fait, l'amour est défini, enfin, il a des limites. Tout ne peut pas s'appeler de l'amour. L'amour, il a une base, c'est la question du respect. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Mais l'amour peut être comme une bulle qui grossit indéfiniment, avec plein de variations, avec plein de notions d'amour différentes selon les personnes que l'on rencontre. On a un cœur qui est assez grand, je pense, pour aimer plein de personnes dans notre vie. Et ça, c'est pas un souci. La seule chose, c'est que à chaque fois, en fait, cet amour-là ne peut durer que s'il y a un respect qui reste présent et qui nous laisse dans une ouverture et dans une écoute pour l'autre. Tu vois bien qu'est-ce qui peut te faire te sentir être aimé, c'est quand tu rencontres une personne qui t'écoute, pour qui tu sens qu'il n'y a pas de jugement et qui est juste dans une ouverture avec toi-même. Donc là, à cet endroit-là, on se sent très tranquille. À l'inverse, à chaque fois qu'il y aura du forçage ou une volonté de mettre l'autre dans une case, là, pour moi, on a chuté, quoi. Ça me parle beaucoup, ce que tu partages. Ça me parle parce que moi, j'ai l'impression aussi, mais ça, c'est dans mon histoire, que d'arriver à cette étape-là de l'amour, de ne pas être dans l'attente, c'est quelque chose
qui vient avec le temps et qui demande une certaine maturité. Et alors, pour la petite histoire, parce que j'en ris beaucoup, c'est ma passion du moment, la crise de la quarantaine, parce que je dois y être, mais je trouve ça très très drôle, très intéressant. J'adore cette étape-là de ma vie. Mais en fait, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien cette idée de la maturité et de goûter à ce bonheur de commencer à lâcher sur certaines choses et dans les relations, de plus dans cette attente. Quand je vois la jeune fille que j'étais à 20 ans et celle que je suis aujourd'hui, vraiment, je suis heureuse de voir tout ce chemin parcouru pour arriver à ce que tu viens de partager, de lâcher prise dans les relations et de plus dans les attentes. Mais je dis ça expressément parce que si vous êtes plus jeune et que vous entendez cette perspective, peut-être que ça peut être difficile. Moi, je sais que si j'avais entendu ça à 20 ans, je l'aurais compris intellectuellement, mais peut-être que je n'étais pas encore en capacité à pouvoir le faire. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que ça demande aussi du temps, en fait, pour arriver à ça. Et il faut peut-être accepter d'être traversé par les épreuves et par la vie pour arriver à ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on peut avoir des idées toutes bien faites sur l'amour, et on entend ça à 20 ans, on se dit « Ah oui, génial, je vais arriver à ce niveau-là ». Et même, on peut regarder ces relations qu'on vit à 20 ans en disant « Mais oh là, mais je ne suis pas encore du tout à ce degré, ça veut dire que ma relation n'est pas bonne, etc. » Et moi, je sais pas, la suggestion que j'avais envie de faire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un chemin, ça prend du temps, et oui, c'est plus tard qu'on y arrive. Tu vois ce que je veux dire, pour pas être dans cette aussi trop grande idéalisation. Alors oui, je te rejoins. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que selon les âges, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes et on n'a pas non plus les mêmes besoins. Quand on est jeune, on peut être très amoureux, vivre une histoire très passionnelle, voilà. Mais des fois aussi, quand on est tout jeune et qu'on quitte juste la sphère familiale, on peut aussi avoir tendance à très vite reproduire finalement l'univers familial avec notre partenaire, voilà. Et du coup, à reproduire un peu des schémas. Dans la jeunesse, un peu plus tard, on va s'apercevoir que des fois aussi, on a juste envie de relations pour se découvrir. Pour se découvrir dans nos attirances, pour se découvrir dans notre sensualité, pour explorer, pour s'explorer en fait. Et bien souvent, tu vas avoir des relations qui, au contraire, on n'aura pas envie de s'ancrer tout de suite dans une relation parce qu'on aurait peur d'être très vite enfermé. Dans les envies, c'est un peu ça. Autant les besoins, ça serait la recherche d'un univers très sécurisant, très protecteur, très cocon. Dans les envies, c'est au contraire une envie d'exploration et d'ouverture. Et là, on n'a pas du tout envie de s'engager. C'est même plutôt l'engagement qui ferait peur. Le désir va refaire une rebascule à un autre niveau parce que, en fait, c'est cette personne-là qui me plaît, à qui je pense. Et du coup, j'en tombe amoureux. Et donc, elle vient envahir ma pensée. Donc, je rebascule sur un autre niveau. Mais toutes ces histoires, en fait, pour moi, elles se vivent tout au long de la vie. Et de la même façon, là, tu parlais de la crise de la quarantaine. Pour moi, tu vois, la crise de la quarantaine, quand on est à 20 ans, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à se découvrir. Donc, on ne peut pas se découvrir sans écouter nos envies. Et ensuite, on verra où nous mènent nos envies. Et dans les relations, c'est pareil. Il faut que la relation commence par une envie, par une attirance, et puis on verra bien s'il y a un sentiment amoureux qui se développe ou pas. Dans la crise de la quarantaine, de soi à soi, c'est un peu le mouvement inverse. C'est que on s'était peut-être des fois ancré sur une forme de vie avec un désir très défini, et puis on vient réinterroger nos désirs. Et on vient réinterroger nos désirs en disant, mais est-ce que nos désirs, est-ce que je souhaitais, est-ce que je voulais là, est-ce que finalement ça inclut toujours mes envies? Ou est-ce que mes envies, comme tu disais tout à l'heure, ont évolué dans le temps? Et en fait, non, c'est plus ça. Donc, tu vois, pour moi, la crise de la quarantaine, c'est une crise inversée de la crise de l'entrée dans la majorité. Merci pour tout ce que tu nous partages, Patrice. C'est passionnant. On a envie de lire justement ton livre qui nous explique bien ces 4 dimensions, ces 4 piliers, le besoin, l'envie, le désir, l'amour. On parlerait pendant des heures, mais s'il y a une chose vraiment que tu voudrais partager aujourd'hui, ce serait laquelle? Alors la question est difficile parce qu'il y en a plein, mais s'il y en avait une seule, ça serait de dire c'est important de ne jamais rien juger dans les relations, mais de plutôt essayer de comprendre les dynamiques dans lesquelles nous sommes. Et donc c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est pour aider chacune et chacun à comprendre les dynamiques de leurs relations, comme à comprendre leur dynamique personnelle. Et donc moi il me semble que c'est ça le plus important,
c'est juste de rentrer dans cette écoute de l'autre et de soi. Voilà. Une relation, je pense qu'elle se vit bien. Moi, juste un mot du coup. Souvent on dit que l'amour rend aveugle. Moi, je pense que c'est justement l'inverse. C'est l'amour qui nous permet de voir et de percevoir réellement les choses. L'amour, c'est jamais se mettre des œillères. Le désir peut nous mettre des œillères, mais pas l'amour. Et plus en fait on intègre des choses sur une dimension aimante, plus on va s'apercevoir qu'en fait on peut comprendre chacune et chacun dans ses logiques propres du moment, et que la vie est une évolution, c'est une respiration, et qu'à chacun de trouver son chemin au fur et à mesure. Voilà. Moi, je garde cette idée de respiration. J'aime beaucoup cette notion de respirer ensemble. La vie est une respiration. Merci beaucoup pour ce partage. J'étais ravie de te rencontrer. Merci de nous avoir enseigné tout ça, de nous donner ces clés de compréhension, de ne pas juger, mais d'essayer de comprendre. Et merci beaucoup de ton invitation. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir aussi après vous partager ça. Donc, on retrouve ce livre aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Patrice, et j'espère à bientôt. Merci beaucoup.